La capacité juridique de la femme mariée en matière civile, en matière commerciale et en matière du travail. La capacité juridique est définie comme étant l'aptitude qu'a une personne physique à être titulaire de droits et des devoirs et à les exercer. La capacité juridique ou la capacité en droit est cette aptitude définie par la loi pour une personne sujet de droit à jouir de ses droits et à poser des actes juridiques. En droit, on distingue deux types de capacités. Il y a d'une part la capacité juridique de jouissance et d'autre part la capacité juridique d'exercice. La capacité juridique de jouissance est une question, est une notion directement liée à la notion de la personnalité juridique. La capacité de jouissance, c'est cette aptitude qu'a une personne physique à jouir de ce droit, et cette capacité juridique de jouissance, comme je l'ai dit, est intimement liée à la notion de personnalité juridique. Et conformément à l'article 211 du Code de la famille, la loi numéro 87/010 du 1er août 1987, telle que modifiée et complétée en 2016, dispose que toute personne jouit de la personnalité juridique dès sa conception. Cette disposition qui a revisé, qui a modifié l'ancienne disposition de l'article 211 qui disposait que toute personne jouit de la personnalité juridique à dater de sa conception à condition de naître vivant. La condition de naître vivant a été supprimée par le législateur de 2016 et que donc il n'a gardé que la seule condition d'être conçu. La seule conception marque le point de départ de la jouissance de la personnalité juridique. Et d'autre part, il y a la capacité juridique d'exercice. Et la capacité juridique d'exercice, c'est cette aptitude qu'a un sujet de droit à poser des actes juridiques. Et l'article 23 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et aux obligations conventionnelles dispose que toute personne peut valablement contracter, sauf si la loi la déclare incapable. Et la loi dont il est question ici, c'est l'article 215 du Code de la famille qui énumère de manière limitative les incapables. Et à l'article 215, on énumère comme incapable, le législateur énumère comme incapable d'abord le mineur, ensuite les majeurs incapables, ça veut dire les majeurs aliénés, faibles d'esprit, les prodigues, et j'en passe. Et on se rendra compte que aucune disposition de la loi ne cite la femme mariée comme étant une incapable en matière civile. Il faudrait noter que malheureusement, l'analyse faite par certains juristes est telle que la capacité de la femme mariée se justifie à ce jour par le fait de la suppression de l'institution de l'autorisation maritale à l'article 448. Je pense que ce raisonnement n'est pas correct parce que si la femme mariée aujourd'hui doit être considérée comme capable, ce n'est pas en vertu de l'article 448 qui a supprimé l'autorisation maritale, mais c'est simplement parce que l'article 215 du Code de la famille, qui cite les incapables, ne cite pas la femme mariée. Et que donc, ce n'est pas parce que l'autorisation maritale a été supprimée à l'article 448 que la femme mariée devient capable en matière civile, mais c'est plutôt parce qu'il n'y a aucune disposition du Code de la famille, principalement, qui cite la femme mariée comme étant une personne incapable. Parce qu'en droit, les situations exceptionnelles
doivent clairement être définis par le législateur, et que donc à l'article 215 du Code de la famille, on ne cite pas la femme mariée comme étant une incapable. Et donc en résumé, on notera que en matière civile, la femme mariée n'est pas incapable. En matière commerciale, par contre, il est répandu une fausse doctrine qui enseigne que depuis l'adhésion de la RDC à l'OHADA, la femme mariée serait devenue capable en matière commerciale. La femme mariée pourrait librement poser des actes de commerce et en vertu de l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général. Cette fausse doctrine, malheureusement répandue, ne peut être soutenue par nous simplement parce que la question de la capacité juridique de la femme mariée en matière commerciale n'est pas résolue à l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, mais plutôt par le fameux décret à l'article 4 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux, qui dispose que la femme mariée et non séparée de corps ne peut valablement poser des actes de commerce sans autorisation de son mari. La question de l'autorisation maritale en matière commerciale n'a pas été supprimée par l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme, simplement parce que ce fameux article 7 alinéa 2 traite d'une autre question, et il s'agit de la question du conjoint du commerçant. Et comme nous le savons, le mot conjoint veut dire homme ou femme. Et donc, lorsque l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme du 15 décembre 2010 dispose que le conjoint du commerçant ne peut avoir la qualité de commerçant que s'il pose des actes de commerce de manière séparée de l'autre conjoint, il ne traite pas de la question de la capacité de la femme mariée. Parce que conjoint ne veut pas dire femme mariée. C'est le cas notamment de l'article 758 du Code de la famille qui parle du conjoint du survivant. Et donc conjoint du survivant ne veut pas dire l'épouse survivante. Conjoint du survivant veut dire l'épouse ou l'homme qui survit au décès de l'autre conjoint. Et donc, il faudrait retenir que la question de la capacité juridique de la femme mariée en matière du commerce, en d'autres termes, la question de savoir si la femme mariée peut valablement poser des actes de commerce ou non, n'est pas résolue à l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, mais plutôt à l'article 4 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux, qui n'est pas encore abrogé et qui jusqu'alors soumet la femme mariée à l'autorisation de son mari pour poser des actes de commerce. On notera donc que si en matière civile, la femme mariée est capable, peut juridiquement s'engager sans recourir à une quelconque autorisation de son mari. En matière commerciale, par contre, l'article 4 continue à soumettre cette femme mariée à l'obligation d'obtenir a priori l'autorisation de son mari. Il faudrait ensuite analyser la question de la capacité juridique de la femme mariée en matière du travail. Il faut noter que avant le Code du travail de 2002, la question était autrement résolue à l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail. L'article 3 de cette ordonnance disposait que la femme mariée peut valablement engager service sauf opposition expresse de son mari. Et donc sur le plan historique, avant d'analyser la question de la capacité de la femme mariée en matière du travail actuellement, il s'est d'indiquer que avant le nouveau Code du travail de 2002, comme on l'appelle, la femme mariée était déjà capable en matière du travail, seulement que cette capacité était limitée à l'opposition expresse
de son mari. En d'autres termes, ça veut dire que la femme mariée pouvait valablement contracter en matière du travail, engager ses services dans les liens d'un contrat de travail, mais cela pouvait être limité à l'opposition de son mari. C'est ce qui nous dit, ou nous disait l'article 3 de l'ordonnance numéro 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail. En 2002, et il faudrait signaler qu'entre 1967 et 2002 est arrivée en 1987 la loi portant code de la famille qui posait déjà le principe de l'autorisation maritale à l'article 448. Et donc, lorsque nous en sommes arrivés en 2002, le Parlement congolais qui siégeait à Lubumbashi débattait sur la question de la capacité juridique de la femme mariée en matière du travail. Et comme le débat était houleux, il y avait d'une part ceux qui soutenaient l'incapacité de la femme mariée en matière du travail et d'autres qui soutenaient la capacité de la femme mariée en matière du travail. Et puis c'était l'unique question qui divisait encore l'opinion des parlementaires de l'époque au point que le code du travail devenait difficile à être adopté. Cette question a été abandonnée. C'est ainsi que l'article 6 du code du travail de 2002 qui traite de la capacité, et l'unique article qui traite de la capacité juridique en matière du travail, traite de toutes les questions liées à la capacité, mais ne traite pas de la question de la capacité juridique de la femme mariée. Le législateur, pensant laisser ce vide, dans l'espoir de permettre à la femme mariée de recouvrer sa pleine capacité juridique d'exercice en matière du travail, malheureusement, puisque le Code du travail est une loi spéciale. Et lorsque la loi spéciale est muette, on recourt à la loi générale. La loi générale, c'est le Code de la famille et aussi le Code des obligations. Le Code des obligations, comme je l'ai dit, avait posé le principe selon lequel toute personne peut valablement engager ses services, toute personne peut valablement contracter, sauf si cette personne est déclarée incapable par la loi. Et en 2002, la loi, c'était le Code de la famille, qui à son article 215 alinéa 2e, avant la révision, prévoyait que la capacité juridique de la femme mariée trouve certaines limites. Et la limitation dont il était question à l'alinéa 2e de l'article 215 était cette limitation qu'il faudrait lier à l'article 448 qui prévoyait l'autorisation maritale. En 2016, le Code de la famille étant révisé, l'institution autorisation maritale étant supprimée, on note qu'actuellement, puisque le Code du travail est muet sur la question de la capacité juridique et que nous devrions recourir au principe posé par le droit civil qui constitue la base, la règle générale, on notera qu'en matière du travail, la femme mariée peut à ce jour valablement contracter. En résumé, en matière civile, conformément à l'article 215 du Code de la famille, la femme mariée est valablement est capable et juridiquement capable parce qu'il n'y a aucune disposition qui la considère comme incapable. Il n'y a aucune disposition du Code de la famille, surtout pas l'article 215, qui énumère la femme mariée comme incapable. On notera également qu'en matière commerciale, le texte qui traite de la question de la capacité de la femme mariée n'est pas l'article 7 alinéa 2 de l'acte uniforme du 15 décembre 2010, mais plutôt l'article 4 du décret du 2 août 1913 qui impose à la femme mariée le devoir d'obtenir a priori l'autorisation de son mari avant de poser des actes juridiques ou de s'engager dans la vie commerciale. Et en matière du travail, la femme mariée est capable à ce jour. Je vous remercie.